Les lycéens français atteints par la limite d'âge, près de 400 établissements sont dangereusement vétustes pour la seule région parisienne. Le gouvernement débloquera des crédits l'année prochaine. Le retour de Barbie devant les jurés de Lyon, voici venu le temps des derniers témoignages et des dernières confrontations. 2 heures pour battre Boris Becker. Mats Wilander, facile finaliste de Roland-Garros. Il rencontrera dimanche le Tchécoslovaque Ivan Lendl. Et puis ce vendredi 5 juin, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. La grande misère des lycées français. Ils sont pour la plupart trop vieux, trop mal entretenus et même parfois dangereux. Un chiffre pour la seule région parisienne. 392 lycées sur 473 sont plus ou moins dangereux pour les 440 000 élèves qu'ils accueillent chaque jour. C'était entre autres le thème d'une rencontre aujourd'hui entre Jacques Chirac et les présidents des conseils régionaux. Le gouvernement qui ne débloquera pas de nouveaux crédits avant l'année prochaine, avant l'année 88. Alors pour avoir tout de suite une idée de l'état de certains établissements, regardez ce reportage de Lorraine Cusin et Roger Mathurin au lycée Raspail. Côté rue, le lycée Raspail, l'un des 4 grands lycées techniques de Paris, 1000 élèves sans professeurs. Côté jardin, une façade inachevée depuis 1931. Le hall apparemment accueillant et pourtant. On a appelé cet endroit la piscine parce que dès qu'il commence à pleuvoir, il y a des gouttes qui commencent à tomber de la verrière. Petit à petit, ces gouttes forment des grandes flaques et comme il n'y a pratiquement aucun égout, ça forme des flaques généralement assez grandes. On ne sait pas si ça va tomber sur notre tête. À ce point-là? À ce point-là, regardez bien, ça tient pas. Moi, quand je suis arrivé au début de l'année, ça m'a vraiment choqué. Un choc facile à comprendre. Ainsi, ce couloir étroit et lépreux transformé en atelier d'électricité. Une humidité qui suinte des lézardes et des fenêtres disjointes. Un environnement insalubre mais surtout dangereux. Disons que ça ne nous empêche pas de travailler, mais on court quand même quelques risques. Entre autres, être plus ou moins électrocuté. Vous pensez vraiment que vous risquez d'être électrocuté? Disons que l'eau et le courant, ça n'a jamais fait bon ménage. Autre exemple, l'amphithéâtre de physique avec une installation électrique non conforme. Les physiciens font bien attention à ce qu'ils font. La salle est quand même accessible à des élèves et puis à d'autres professeurs qui pourraient malencontreusement toucher quelques fils ici. Il nous faudrait au minimum 3 milliards de centimes pour installer ce lycée dans ses locaux et si nous voulons le réhabiliter vraiment, il faut 7 milliards de centimes. Et on vous alloue combien? Pour l'instant, on nous alloue, bon an, mal an, 1 million de francs ou 500 000 francs. C'est tout, depuis que la région nous a pris en charge. Sinon, quand l'État nous avait en charge, c'était de l'ordre de 100 000 francs par an. La région a promis un plan de réhabilitation. En attendant, il pleut dans certaines salles. Le lycée actuellement ne peut rénover qu'une classe par an et il en compte 50. Voilà donc pour la situation sur le terrain avec cet exemple maximum sans doute mais néanmoins significatif. Jacques Chirac a donc pris un certain nombre d'engagements aujourd'hui en recevant les présidents des conseils régionaux. Mais avant de débloquer des fonds, une commission sera chargée d'évaluer les sommes nécessaires. C'est en tout cas ce qu'a indiqué M. Chaban-Delmas à l'issue de cette réunion. Dès que la commission d'évaluation aura rendu son verdict, eh bien le ministre d'État chargé des Finances, en composant le budget de l'année 88, c'est-à-dire dans les prochaines semaines avec les arbitrages, n'est-ce pas, en juillet, que le nécessaire sera fait dans toutes les limites des possibilités financières de l'État pour que précisément les régions obtiennent un transfert de crédit assez important, à n'en pas douter, on ne peut pas encore citer de chiffres. Enfin, tout ça tourne autour du milliard et demi, c'est vous dire l'importance de la chose. Et c'est une décision, le principe en a été retenu ce matin, de la façon la plus claire, et il n'y a plus maintenant qu'à le mettre en œuvre.
Le retour de Klaus Barbie dans le box des accusés, c'était tout à l'heure à Lyon pour la 18e audience du procès de l'ancien chef de la Gestapo. C'est la deuxième fois depuis l'ouverture de ce procès que le président Serdini utilise ainsi l'article du Code de procédure pénale qui l'autorise à faire comparaître Barbie contre sa volonté. Klaus Barbie que vous voyez ici alors qu'il sort donc du palais de justice. Dans l'affaire, il s'agissait aujourd'hui de permettre, voici donc à nouveau le car qui emmène Klaus Barbie après sa comparution tout à l'heure à cette 18e audience du procès de Lyon. Voilà donc le fourgon qui le ramène en prison. Il s'agissait donc de permettre aujourd'hui la confrontation avec des témoins et nous en arrivons à ce procès au tout dernier témoignage et aux toutes dernières confrontations justement, dont celle de Madame Franceschini qui a motivé aujourd'hui le retour de Barbie devant les jurés. C'est un homme qu'on ne peut pas oublier. À cause de quoi, madame? À ses yeux. À ses yeux, à son regard. Et ce regard-là, voyez-vous, je crois que tout le monde l'aurait reconnu, son regard. Surtout au moment où il torture, il est encore... Est-ce que vous avez le sentiment qu'il nous a reconnus, lui? J'en suis sûr. Parce que quand on tue un enfant au pied de quelqu'un, comme il l'a fait, qu'il a tué un gosse à mes pieds, et que je l'ai dit, il le sait. Voilà, Paul Lefebvre, vous êtes en direct avec nous. Des témoignages tels que celui-ci, vous en avez entendu pendant tous ces derniers jours. Oui, c'est cette femme, en effet, son témoignage qui a fait revenir Barbie. Vous savez qu'elle n'avait pas été confrontée à Barbie durant l'instruction. 78 ans, paralysée, vous l'avez vu, résistante, arrêtée avec son fiancé un mois à peine avant leur mariage. Alors, ça a été un témoignage absolument bouleversant et particulièrement douloureux. Madame Franceschini, dans l'interview réalisée par Jérôme Camilly et Aimé Mayol, rappelait ce qu'elle avait vu à Montluc. Elle est restée, elle, 5 mois à Montluc. Elle était enfermée dans une cellule avec un enfant juif de 10 ans. On lui a fait parvenir à elle, Madame Franceschini, 2 œufs. Évidemment, les SS lui ont interdit de donner les œufs à l'enfant qui mourait de faim. Évidemment, elle l'a fait, elle les lui a donnés. Alors, furieux, les SS ont tiré l'enfant de la cellule et l'ont littéralement massacré à coups de botte, tué à coups de botte, devant elle dans le couloir. Durant ce récit, Klaus Barbie, pardon, excusez-moi, n'a pas bougé. Sans regarder, son regard était fixé sur les témoins, il n'exprime rien, c'est effrayant, c'est étonnant, c'est effrayant, cette impassibilité. Alors quelques instants plus tard, un autre choc pour Barbie, auquel d'ailleurs il a résisté, un autre témoin, monsieur André Courvoisier, qui a dit au président, il était en train de déposer, ah s'il était là, il ne s'était pas aperçu. Et le président lui dit, mais si, il est là à côté. Et à ce moment-là, monsieur Courvoisier s'est retourné, il a mis ses lunettes, et il s'est approché vers Barbie en lui disant, mais je le reconnais, vous me reconnaissez, vous, Barbie? Barbie n'a rien dit. Troisième choc, le procureur général Truche qui se lève et qui dit à Barbie, voyons, dans 20 ans, dans 30 ans, vos petits-enfants vont voir ce film historique qui est actuellement en train d'être tourné. Ils ne comprendront pas pourquoi vous n'avez pas répondu, pourquoi vous ne vous êtes pas défendu. Dites quelque chose. Ah, rien. Barbie est resté absolument impassible. Et puis, il s'est contenté de dire en allemand, je n'ai rien à dire, je ne suis pas là, juridiquement. Et il s'en est tenu à ça. Il s'est levé, il est parti dans les coulisses du palais et nous avons pu réussir à tourner quelques images, je ne sais pas. Alors ça, c'est la fin des témoignages, les 60, voici la sortie de Klaus Barbie. C'est la fin des 60 témoignages directs qui composaient la première partie de ce procès. Des audiences pleines d'émotions, de gravité, lourdes, mais aussi pleines de dignité et de courage. Je crois que jamais ces choses-là n'ont été racontées d'une manière aussi vraie, aussi poignante, et je crois que c'était nécessaire. Alors, à partir de la semaine prochaine, le procès va basculer dans un autre sens, dans un autre climat. Les témoins qui vont venir déposer auront une dimension plus politique et peut-être aussi plus polémique. Des historiens, mais surtout des grands résistants qui vont venir défendre l'ensemble des déportés et des résistants tels que ceux que nous avons vus. Ils vont venir défendre ces déportés-là et puis surtout ceux qui ne sont pas revenus. Paul Lefebvre, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. On verra ces images plus précisément dans le dernier journal. Nous avions un petit peu haché donc les images du départ de Klaus Barbie. Nous étions en direct à l'instant donc avec Lyon. Il vient tout juste de quitter le palais de justice de Lyon. Voilà, il faut aussi savoir à propos de cette affaire que le gouvernement autrichien a finalement relâché l'ancien SS Martin Bartsch, faute de pouvoir le renvoyer aux États-Unis, où il était déchu de sa nationalité américaine. L'ancien garde du camp de Mauthausen, qui n'est pas autrichien, ne sera donc en principe pas poursuivi.
Le monde politique, maintenant, dans l'attente des déclarations de François Léotard, qui doit faire connaître demain sa décision après l'ultimatum de Jacques Chirac, avec deux réflexions contradictoires aujourd'hui. Celle d'abord d'Olivier Guichard, qui appartient au RPR, et qui souhaite que tout le monde reste sur le pont, c'était son expression. Et puis d'autre part, Jacques Blanc, l'ancien secrétaire général du Parti républicain, qui pense quant à lui que François Léotard va bien démissionner. Alors on en saura plus demain soir, mais dès à présent, Olivier Lerner et Noël Alexandre nous décrivent le climat à Fréjus, où François Léotard s'est retiré. François Léotard est à Fréjus depuis 24 heures, mais il n'est nulle part, introuvable, même à domicile. Bonjour messieurs, on vient voir François Léotard. Il n'est pas là. Vous savez où il est? Non, pas du tout. Mademoiselle, pas où il est? S'il démissionne, vous allez le regretter au gouvernement? Moi, je le regretterai de tout mon cœur, parce que moi, je l'ai connu petit comme ça, j'ai dit François, tu vas monter, mon petit, il est bien monté. Fréjus retient son souffle pour l'enfant du pays. Démission ou pas, dans les rues de Fréjus, devant la mairie ou au siège du Parti républicain, on ne parle que de cela. L'énigme Léotard embarrasse les Fréjusiens. La politique politicienne, les grandes manœuvres présidentielles, les militants s'en méfient et souhaitent en bloc que Léotard conserve son portefeuille ministériel. François Léotard doit rester parce que, si vous voulez, l'avenir de François Léotard, je la situe au milieu du chemin. Et s'il a mis 10 ans pour arriver jusque-là, je pense que pour faire l'autre moitié, il ne lui faudra pas 10 ans. Je trouve vraiment regrettable que Jacques Chirac ait imposé cette décision qui me paraît vraiment inutile. Il y a un moyen peut-être entre eux de faire un pas, de s'arranger. On ne peut pas savoir ce qu'il a décidé. On verra ça comme tout le monde. On attend la réponse samedi soir. La fièvre du samedi soir à Fréjus, capitale de la France pour 48 heures. En montant ces quelques marches, François Léotard sentira certainement les battements de son cœur s'accélérer. C'est derrière cette petite tribune qu'il se confessera. Un long entretien aujourd'hui entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, 1h30 pour discuter des dossiers et des perspectives à 3 jours de l'ouverture du sommet des pays industrialisés à Venise. L'ancien président de la République, qui préside la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, a souhaité que l'on revienne à l'objet même de ces sommets, c'est-à-dire l'économie pure et simple. Jean-Dominique Frattoni, l'ancien patron du casino Roule de Nice, se trouve bien à Saint-Domingue. Il faut savoir que Frattoni possède la nationalité dominicaine depuis 1983, condamné en 80 à 13 ans de prison et 410 millions de francs d'amende pour délits fiscaux et douaniers. Il est en fuite depuis cette date. Sur les 57 personnes interpellées en France mercredi au cours d'une vaste opération antiterroriste, 22 seront expulsés, dont 2 Iraniens. 2 seront déférés au parquet pour détention d'armes et 28 seront en principe libérés. Cela dit, on s'interroge toujours sur le rôle exact qu'a sans doute joué le numéro 2 de l'ambassade d'Iran à Paris, Waïd Gorgi, qui a pu quitter Paris, vous le voyez sur ces images, aux côtés du vice-premier ministre iranien. C'était l'année passée. Et puis j'apprends à l'instant, par cette dépêche qui m'arrive, qu'un Libanais et un Marocain, tous 2 pro-iraniens, ont été interpellés aujourd'hui à Orléans, donc 2 de plus. Ils seront tous les 2 expulsés en vertu de la procédure d'urgence. Vous étiez très nombreux hier soir à suivre la soirée spéciale que nous avions consacrée ici sur Antenne 2 au sida. La preuve sans doute que vous vous posiez beaucoup de questions sur cette maladie, sur les risques de la contracter et sur les recherches menées pour en venir à bout. Vous avez pu voir, en France et à l'étranger, comment les responsables médicaux et politiques appréhendent ce problème. Nous allons poursuivre ce soir avec un exemple bien particulier, celui du Land de Bavière en Allemagne fédérale, où des certificats de santé sont demandés aux étrangers qui paraissent suspects aux autorités. Et c'est bien tout le problème. Reportage de Philippe Rochaud. Les Américains résidant en Allemagne sont les premiers concernés par les mesures draconiennes décidées par le gouvernement bavarois. Et avec une question, les tests contre le sida vont-ils être étendus à tous les non-européens qui veulent obtenir un permis de séjour? Dans ces familles américaines qui revenaient en Allemagne, il n'y avait pourtant ni inquiétude ni opposition. Ils veulent lutter contre cette maladie dans leur pays, tout comme ils le feraient contre n'importe quelle autre maladie. Ce test est normal. J'accepterai ce test. On doit obliger tout le monde à se faire contrôler. Quand on va dans un autre pays, on doit accepter les lois. Les militaires américains en Allemagne n'ont de compte à rendre qu'à l'armée américaine, mais dans leur presse, les Allemands se demandent si les tests sur le sida vont devenir obligatoires. Les gardes-frontières restent les hommes clés en matière de contrôle sanitaire.
Or, leurs attributions sont maintenues dans un certain flou. Le ministre de l'Intérieur, bavarois d'origine, qui voulait les autoriser dans une circulaire à refouler les étrangers soupçonnés d'être atteints du sida, a dû modérer sa position. Si les gardes-frontières ont des données d'une police étrangère sur un individu atteint du sida, il peut être refoulé, mais son cas devra être examiné et la décision prise par le bureau central, car personne ne peut faire passer de test à la frontière. Les étrangers arrivant en Allemagne ne subissent pas de contrôle sur le sida. Ils n'en subiront sans doute pas, car les mesures décidées par les Bavarois ont provoqué la colère de la majorité des hommes politiques et du corps médical. Je ne crois pas que ces mesures sont pleines de bon sens, car le problème disparaît de l'anonymat. Les personnes touchées évitent en effet de faire le pas vers le médecin, ce qui rend le problème plus difficile. Il faut que la confiance s'établisse pour éviter le développement de la maladie et il ne faut pas imposer de mesures draconiennes. Pour cela, la compagnie Lufthansa invite aujourd'hui ses 22 500 employés à faire des tests dans l'anonymat le plus complet. Un exemple parmi tant d'autres en Allemagne où l'on s'oriente vers cette solution. Mais les durs restent fermes. Depuis que la Bavière a adopté ces mesures draconiennes contre le sida, ils espèrent bien faire plier la position européenne quand la République fédérale présidera la communauté en janvier 88. Oui, alors pour comprendre, il faut savoir que la communauté européenne a déterminé une attitude commune sur les mesures à prendre et sur les libertés à respecter à propos donc du sida, ce qui revient donc à remettre en cause l'exemple bavarois que vous venez tout juste de voir avec Philippe Rochon. Des négociations accélérées entre la direction de l'aviation civile et ceux qu'on appelle les aiguilleurs du ciel qui sont en grève depuis maintenant 7 semaines exactement aujourd'hui. Des négociations tendues, difficiles et sans résultat à l'heure où je vous parle. Le point avec Alain Doubleski et André Sora. En effet, ambiance tendue cet après-midi au siège de la direction de l'aviation civile. On ne parle pas le même langage, dira un syndicaliste. D'un côté, le CNCTA, majoritaire chez les aiguilleurs du ciel, plus CFDT, CGT, FO, CFTC et CGC. De l'autre, le directeur de l'aviation civile. Pour l'instant, les discussions sont dans l'impasse. Elles se poursuivront pourtant tard dans la soirée. Deux revendications. D'abord, intégration des primes dans les salaires. Ces primes, qui représentent près du tiers du salaire, ne comptent pas actuellement pour le calcul des points de retraite. Deux, revalorisation de la fonction de contrôleur. Alors que nous avons la responsabilité de vies humaines, affirment les contrôleurs, nous sommes moins payés que l'encadrement. La direction de l'aviation civile n'accepte pour l'instant qu'une intégration partielle des primes touchant 300 des 1600 contrôleurs. Inacceptable, disent les syndicats. Quant à la revalorisation de cette fonction, le ministère des Finances s'y oppose. Le conflit dure maintenant depuis près de 2 mois avec chaque matin des vols annulés ou retardés. Il coûte 5 millions de francs par semaine à Air Inter, sans compter la gêne pour les passagers, qu'ils soient touristes ou hommes d'affaires. Je voyage pratiquement toutes les semaines en avion. C'est incompréhensible. Ça fait des mois que ça dure cette histoire. Alors ça commence à bien faire. Hein. C'est toujours les gens qui travaillent qui sont pénalisés. Dans le cas où les négociations n'aboutiraient pas après un week-end de Pentecôte normal, le syndicat sont prêts à reprendre leur mouvement dès mardi de 6h30 à 10h pour, disent-ils, crever un abcès qui dure maintenant depuis 17 ans. Roland Garros à l'heure des finales, le choc des géants opposera Ivan Lendl qui s'est facilement débarrassé de son compatriote Messire en 3-7 à Mats Wilander, facile vainqueur lui aussi et c'est une vraie surprise de Boris Becker terrassé en 3-7, 6-4, 6-1, 6-2. Les points forts de ces matchs maintenant avec Daniel Casal qui est à Roland Garros. Mats Wilander était aujourd'hui imbattable. Ajoutez le lob lifté et ce point contient à lui seul tout ce que le Suédois sait faire. Pourtant, Becker avait bien commencé, menant 4 jeux à 2, ayant même 2 balles de 5-2. À partir de ce moment-là, Wilander ne laissera plus que 3 jeux à son adversaire. Il va aligner 9 jeux d'affilée pour mener 6-4, 5-0, prendre le deuxième set 6-1, mener 5-1 dans le troisième set et sur ce passing shot, s'offrir 3 balles de match. Becker va les sauver toutes les 3. Et réussir à prendre son service. Tu gagneras ton point à la sueur de ton front, lui avait dit Jon Tiriac.
Mais au jeu suivant, Wilander ne lui laissera aucun point, l'emportant 6-4, 6-1, 6-2 en 2 heures et 10 minutes. En finale, Wilander retrouvera Ivan Lendl, vainqueur de son compatriote Miloslav Messir, numéro 5 mondial. Menant 2-0, Lendl, qui jouait un match tactique très prudent, est devenu plus audacieux au début du 3e set, prouvant que lorsqu'il prenait la peine de monter au filet, ce n'était pas pour rien. Messir, qui en 4 rencontres était parvenu une seule fois à battre Lendl, plaçait de belles attaques en revers à 2 mains, mais ne parvenait pas à déborder son adversaire, ni même à conclure, comme sur ce point où Lendl anticipe parfaitement. Messir ne se décourageait pas, il allait même singulièrement inquiéter Lendl dans la 3e manche, où il menait par 5 jeux à 3. Mais Lendl revenait à 5 partout, puis à 6 partout, avant de se détacher 6 points à 2 au tie-break, pour l'emporter sur la 2e balle de match, 6-3, 6-3, 7-6, en 3 heures et 5 minutes. Lendl-Wilander, une finale entre 2 joueurs qui ont chacun remporté 2 fois Roland-Garros. La fin d'une époque et d'une Moses qui détenait depuis 1977 le record olympique du 400 mètres haies a été battu hier pour la première fois à Madrid par son compatriote, l'américain Danny Harris. Voici tout cela en images avec Gilles Cozanet. On l'appelle le King. Aux États-Unis, il est l'égal d'une autre star de l'athlétisme, Carl Lewis. Dans sa spécialité, le 400 mètres haies, Edwin Moses n'avait pas été battu depuis le mois d'août 1977. Et ici à Madrid, à la ligne numéro 5, il va être la victime d'un des jeunes loups qui prétendent à sa succession. Danny Harris, au couloir numéro 3, un noir américain de 22 ans qui lança la course sur des bases très élevées. Pris un peu à froid, le champion olympique était nettement en retard à mi-course et c'est dans le virage qu'il devait faire un effort important pour revenir à la hauteur de son adversaire. Mais cet effort, Moses allait le payer sur la dernière haie. À 32 ans, on n'a plus les jambes d'un gamin de 22 ans. À égalité sur le plat, l'un passe bien, l'autre trébuche. Après 122 courses sans défaite, Moses est battu par la différence d'âge, peut-être la fin d'une époque. Entre culture et social, la fin du conflit à la Comédie Française. Ce fut le conflit le plus long qu'a connu depuis 15 ans. La maison de Molière, les techniciens CGT ont signé un accord avec Jean Le Poulain, l'administrateur général de la Comédie Française. L'affaire est donc terminée ce soir, mais les représentations ne reprendront pas avant l'automne prochain à la salle Richelieu. Dans un tout autre registre, Peter Gabriel sera ce soir et jusqu'au 8 juin à Paris-Bercy. Peter Gabriel, si vous l'ignorez, c'est tout simplement l'ancien chanteur du groupe anglais Genesis et qui poursuit maintenant une carrière solo bien originale. Fasciné par l'image tout autant que par le son, il se livre à d'intéressantes expériences vidéo. Jean-Jacques Dufour pour le reportage. Peter Gabriel ne fait ni l'ange ni le bête. Difficilement étiquetable, cet humaniste progressiste mise sur le droit à la différence, la créativité, la technologie et l'intelligence. I hate shows that treat people as dumb and unintelligent, unimaginative. You know, I like it when I see things that make me think and want to create myself, and I think it should be like that for other people. Parmi les musiciens de sa tournée, Manu Katché, un Français ravi de l'expérience. Bon, avec Peter, on a fait l'album, So. Ensuite, on a fait Amnesty International pour 6 concerts aux États-Unis. Et là, cette tournée-là. Et c'est exceptionnel. C'est une des plus belles expériences de ma vie. À propos d'expérience, l'ex-leader de Genesis est fasciné par les possibilités créatives qu'offre le développement de la vidéo, des ordinateurs, du son numérique, etc. Ainsi, pour lui, le vidéoclip est une forme d'art à part entière et il ne se prive pas de le démontrer. Parmi les admiratrices de Peter, Laurie Anderson, la reine de l'avant-garde new-yorkaise. The spirit of what he was doing was very different from the rock and roll band. It wasn't all, look at me, you know. It was really very generous. Généreux et confiant, notamment dans le saut de l'ange, un de ses trucs préférés pour tester ses admirateurs. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas laissé tomber. Et il n'y a vraiment pas de raison pour que ça change, vu le succès de son dernier album, So.
Voilà les pronostics de Pierrette Bresse maintenant pour le tiercé de demain. Il se court sur l'hippodrome d'Auteuil. Il y aura donc 18 partants. Pierrette vous suggère de jouer le 9, le 18, le 12, le 3, le 2, le 15, le 6 et le 11. 9, 18, 12, 3, 2, 15, 6 et 11. Et puis maintenant la météo avec Brigitte Simonetta et question titre cette semaine, vous n'êtes pas cassé. Non mais là moi je baisse les bras, une perturbation s'en va, une autre arrive et c'est vrai, il n'y a rien à faire que le prendre avec le sourire. Alors demain, nous saluerons le passage d'une nouvelle perturbation et nous allons voir sur la carte où elle se situera en milieu de journée. Mais en milieu de journée c'est très simple, elle ira du sud-ouest au massif central, centre, elle remontera sur les Pays de la Loire, puis elle gagnera l'Alsace et la région Rhône-Alpes et ce sera en fait une bande orageuse qui donnera des pluies orageuses. À l'avant il fera beau sur le littoral méditerranéen, mais ça ne durera pas tout le week-end. Dimanche, cela se gâtera. Et puis à l'arrière, ce sera le temps que nous avons ces derniers jours, une alternance de nuages, d'éclaircies, et les nuages donneront régulièrement des averses. Du côté des températures, pas de surprise non plus, elles ne bougent pas. Nous irons dans l'après-midi de 15 à 23 degrés sur la moitié nord et de 21 à 28 degrés sur la moitié sud, 28 degrés maximum à Perpignan. Alors demain, ce sera le samedi 6 juin. La date change, heureusement. Le soleil se lèvera à 5h51, se couchera à 21h48. Ça nous fera une minute de soleil supplémentaire. Ce sera la Saint-Norbert. Très bien, c'est noté. Je voudrais, avant de vous quitter, vous signaler la publication depuis cette semaine, donc du Pèlerin, Pèlerin Magazine que vous connaissez, mais un peu inhabituel, puisqu'avec Antenne 2, précisément avec Jacques Pradel, eh bien, il vous propose en plein centre un guide bien intéressant qui est consacré, pardon, dans ce sens-là, voilà, et qui est consacré à Paris, vu par la province, avec un bien intéressant, là encore, sondage sur la manière dont les provinciaux voient Paris. Voilà, le dernier journal, ce sera ce soir avec Hervé Claude, aux environs de 22h45, après apostrophe. Bonsoir, à demain, 20h, nous serons samedi.